5 000 $ l'once. L'or vient de franchir un seuil que personne, absolument personne dans le monde de la finance traditionnelle, n'avait anticipé il y a encore 2 ans. Et pendant que les analystes de plateau tentent d'expliquer ce chiffre avec leurs modèles habituels, quelque chose de bien plus profond est en train de se produire sous la surface. Ce n'est pas un pic de prix, ce n'est pas une bulle spéculative, ce n'est pas un accident de marché, c'est un signal. Le signal que l'architecture financière mondiale, celle qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale, est en train de se fissurer. Et les banques centrales le savent, les fonds souverains le savent, les institutions le savent. La question est simple, le savez-vous? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur les marchés mondiaux en ce moment. Pas les gros titres, pas les analyses superficielles, les mécanismes réels. Commençons par un fait que personne ne relie. Le 14 février 2026, le gouvernement américain est entré dans sa deuxième fermeture partielle en 2 semaines. Le département de la sécurité intérieure, sans financement. 260 000 employés fédéraux sans soutien de mission. Mais ce n'est pas la fermeture elle-même qui compte, c'est ce qu'elle révèle. Le Congressional Budget Office a publié ses projections le 11 février. Les chiffres sont vertigineux. Un déficit budgétaire de 1 900 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026, soit 5,8% du produit intérieur brut. La dette publique américaine atteint désormais 38 560 milliards de dollars. 38 000 milliards. Ce chiffre augmente de 6 milliards 443 millions de dollars par jour. 267 millions par heure, 74 378 $ par seconde. Quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, la dette aura augmenté de plusieurs millions. Et voici le détail que personne ne mentionne. Les paiements d'intérêt sur cette dette atteignent désormais 1 000 milliards de dollars par an. 1 000 milliards. Rien qu'en intérêt. C'est plus que le budget de la défense américaine. C'est plus que les dépenses de Medicaid. Et selon les projections du CBO, ces paiements vont plus que doubler d'ici 2036, atteignant 2100 milliards. Et c'est ici que je dois vous dire quelque chose. En décembre, dans la recherche financière, j'ai publié une analyse sur les achats d'or de la Banque populaire de Chine. J'ai écrit, et je cite, que la trajectoire indiquait un franchissement des 5 000 $ avant la fin du premier trimestre. Nous sommes le 21 février. L'or est au-dessus de 5 000 $. Ceux qui ont lu cette analyse avaient 48 heures d'avance sur cette vidéo. La recherche financière. Lien dans la description. Mais continuons. Parce que les intérêts sur la dette ne sont que la partie visible, ce qui se passe en parallèle est encore plus significatif. Pendant que Washington se déchire sur le financement de ses propres agences, un mouvement tectonique traverse les marchés internationaux. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or à un rythme jamais vu dans l'histoire moderne. En 2025, les achats officiels ont atteint 863 tonnes. C'est la 4e année consécutive au-dessus du seuil de 800 tonnes. Avant 2022, la moyenne annuelle était de 473 tonnes. La Pologne a ajouté 102 tonnes à elle seule en 2025, portant ses réserves à 550 tonnes. Le gouverneur de la Banque centrale polonaise a déclaré en janvier 2026 vouloir atteindre 700 tonnes. Pour des raisons de sécurité nationale, selon ses propres mots, la Banque populaire de Chine achète de l'or depuis 15 mois consécutifs. Et selon State Street, les achats des banques centrales pourraient atteindre entre 773 et 1117 tonnes en 2026. Posez-vous la question. Pourquoi les institutions qui contrôlent l'argent du monde achètent-elles massivement un actif qu'elles ont elles-mêmes déclaré obsolète pendant des décennies? Arrêtez-vous un instant. Je viens de vous montrer les chiffres de la dette américaine, les achats d'or des banques centrales et le début de la fracture du système monétaire. Et maintenant, je vais vous poser une question directe. Si vous étiez gérant de fonds, si vous aviez la responsabilité de protéger le patrimoine de vos clients, est-ce que vous prendriez vos décisions en regardant des vidéos YouTube? Ou est-ce que vous voudriez les données brutes, les chronologies détaillées, les projections chiffrées, les sources primaires? C'est exactement la différence entre cette vidéo et la recherche financière. Cette vidéo vous donne la direction. La recherche financière vous donne la précision. Chaque analyse que je publie, la dédollarisation, l'or, l'argent, la dette souveraine, les monnaies numériques, et tout ce qui vient ensuite. Un accès, pour toujours. Le lien est dans la description. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe du côté des monnaies numériques. Mais d'abord, les prévisions des grandes banques sur l'or, parce que les chiffres sont stupéfiants. JP Morgan a relevé son objectif de prix pour l'or à 6 300 $ l'once d'ici la fin de 2026. Wells Fargo vise entre 6 500 et 6 300 $.
Goldman Sachs projette 5400. Deutsche Bank anticipe 6000 dollars. Ces institutions ne parient pas sur une hausse temporaire. Elles se préparent à un changement de paradigme. Un monde dans lequel la confiance dans les obligations souveraines occidentales s'érode structurellement. Un monde dans lequel les actifs tangibles remplacent progressivement les promesses de papier. Petit détail que je n'ai pas mentionné. La dernière analyse que j'ai publiée dans la recherche financière contenait 47 pages de données sur la dette souveraine américaine. 47 pages. C'est le niveau de détail qui sépare ceux qui observent de ceux qui comprennent. Lien ci-dessous. Continuons, parce que ce que je vais vous montrer maintenant explique pourquoi tout cela s'accélère précisément en 2026. Il existe un concept en économie que l'on appelle le dilemme de Triffin. Robert Triffin, un économiste belge, l'a formulé dans les années 60. Le principe est simple, mais dévastateur. Le pays qui fournit la monnaie de réserve mondiale doit accumuler des déficits commerciaux massifs pour fournir suffisamment de liquidités au reste du monde. Ce faisant, il creuse sa propre tombe financière. Pendant des décennies, les États-Unis ont pu maintenir cette contradiction en fonctionnement parce que le reste du monde avait besoin de dollars pour acheter du pétrole, pour régler le commerce international, pour constituer des réserves, mais cette demande captive est en train de s'effondrer, et les chiffres le prouvent. La Russie et la Chine règlent désormais environ 90% de leur commerce bilatéral en roubles et en yuan, pas en dollars, en roubles et en yuan. L'Inde achète du pétrole russe en roupies. Le Brésil et la Chine ont signé un accord de règlement en yuan et en rials. Le système chinois CIPS, l'alternative au réseau SWIFT, compte désormais 1467 participants indirects dans 119 pays, reliant 4800 banques dans 185 pays. Et lors du sommet des BRICS à Rio de Janeiro en juillet 2025, malgré l'absence d'une monnaie commune, les membres ont avancé sur des systèmes de paiement alternatifs concrets. Le BRICS Pay connecte désormais le système russe, SPFS, le système chinois CIPS et le système indien UPI. Ce ne sont pas des projets pilotes, ce sont des rails de paiement opérationnels qui contournent le dollar. Quand Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs de 100% sur les pays des BRICS qui cherchent à contourner le dollar, la réponse du président brésilien Lula da Silva a été directe. Le chantage tarifaire est institutionnalisé comme outil de capture des marchés. Mais voici ce qui est fascinant. Même l'Inde, qui a explicitement déclaré ne pas chercher à remplacer le dollar, qui a affirmé par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jai Shankar que le dollar comme monnaie de réserve est source de stabilité économique mondiale, même l'Inde a commencé à régler ses échanges en monnaie locale avec les Émirats arabes unis, l'Indonésie et plusieurs autres partenaires. C'est un point crucial. Quand même les pays qui défendent publiquement le dollar commencent à diversifier leurs règlements, le mouvement est irréversible. Comprenez bien ce qui est en train de se produire. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas un plan coordonné. C'est une réaction naturelle et rationnelle à un système qui s'est retourné contre ceux qui y participaient. Quand les États-Unis ont gelé les réserves de change de la Russie en 2022, chaque banque centrale du monde a compris le même message. Si vos réserves sont détenues dans la monnaie d'un autre pays, ce ne sont pas vos réserves, ce sont des créances non garanties, susceptibles de confiscation. C'est la leçon stratégique ultime de cette décennie. Et c'est exactement pour cela que l'or est redevenu le fondement du système. Parlons maintenant du deuxième pilier de cette transformation, les monnaies numériques de banque centrale. Ce sujet est peut-être le moins compris et pourtant le plus déterminant pour votre avenir financier. Le 1er janvier 2026, la Chine a franchi un cap historique. Le yuan numérique verse désormais des intérêts sur les soldes des portefeuilles, au taux des dépôts à vue. C'est une rupture fondamentale avec le consensus mondial. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, la Banque des règlements internationaux, toutes avaient maintenu le principe que les monnaies numériques de banque centrale ne devaient jamais verser d'intérêts, pour ne pas concurrencer les dépôts bancaires. La Chine a décidé autrement. Le yuan numérique compte désormais 230 millions de portefeuilles. Les transactions cumulées atteignent 16,7 000 milliards de yuan, soit environ 2 400 milliards de dollars. Pendant ce temps, en Europe, la Banque centrale européenne avance vers l'euro numérique. Le vote au Parlement européen est prévu pour juin 2026. Si la législation est adoptée, un pilote commencera en 2027. Le lancement complet est visé pour 2029. Et voici le détail que peu de gens relèvent. La BCE a déclaré que l'acceptation de l'euro numérique sera obligatoire. Les prestataires de paiement seront tenus de supporter l'application. Ce n'est pas un choix, c'est un mandat. Aux États-Unis, la situation est radicalement différente. Le président Trump a signé un décret interdisant le développement d'une monnaie numérique de banque centrale en dollars.
Le résultat est un paysage monétaire mondial fracturé selon des lignes idéologiques et géopolitiques. La Chine avance avec un yuan numérique porteur d'intérêt. L'Europe prépare un euro numérique obligatoire. Les États-Unis interdisent le concept. Et 137 pays, représentant 98% du PIB mondial, explorent activement ces technologies. Ce que cela signifie pour votre patrimoine est profond. Les systèmes financiers se réorganisent autour de nouvelles infrastructures. Des infrastructures numériques, programmables, traçables. La question n'est plus de savoir si ce changement va arriver. Il arrive, en ce moment même. Revenons aux chiffres américains, car c'est là que tout converge. Le CBO projette que la dette publique détenue par le public passera de 99% du PIB en 2025 à 100, 1% en 2026. Elle atteindra un record historique de 108% en 2030, dépassant le précédent record de 106% établi en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. D'ici 2036, elle atteindra 120% du PIB. En valeur absolue, la dette publique passera de 21 000 milliards, aujourd'hui, à 56 200 milliards. Les déficits cumulés sur la prochaine décennie totaliseront 24 400 milliards de dollars, et les intérêts absorberont bientôt 1 dollar sur 5 de chaque dollar de revenu fédéral. C'est la définition mathématique d'une spirale de la dette. Quand vous empruntez pour payer les intérêts de vos emprunts précédents, vous ne gérez plus une économie. Vous gérez un schéma de refinancement permanent. Le CBO prévoit que le rendement du bon du Trésor à 10 ans passera de 4,1% en 2026 à 4,4% d'ici 2031. Chaque augmentation d'un dixième de point de pourcentage coûte des milliards supplémentaires en service de la dette. Qui va acheter ces obligations quand les banques centrales étrangères se diversifient vers l'or, quand la Chine réduit ses avoirs en bons du Trésor, quand les banques commerciales nationales sont assises sur des pertes latentes massives? Il ne reste qu'un acheteur de dernier recours, la banque centrale elle-même. Monétiser la dette par la porte de derrière, c'est le signe distinctif, la signature historique, d'un régime monétaire en fin de vie. L'histoire est formelle sur ce point. Chaque système de monnaie fiduciaire qui a suivi cette trajectoire exacte, emprunter pour financer les intérêts, monétiser la dette, dévaluer la monnaie, chacun de ces systèmes a fini de la même façon, sans exception. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'arithmétique pure. Et c'est exactement ce que les marchés sont en train d'intégrer dans leurs prix. Les capitaux institutionnels repositionnent massivement leur portefeuille. Les fonds souverains diversifient vers les matières premières et les actifs tangibles. La déconnexion entre la richesse sur papier et les actifs réels tangibles s'est transformée en un gouffre infranchissable. Ce que nous observons en ce moment n'est pas une correction de marché ordinaire, c'est un réagencement fondamental de ce que le monde considère comme de la valeur. Les capitaux qui autrefois poursuivaient le rendement spéculatif dans un monde globalisé et coopératif se replient désormais derrière des murs de tarifs douaniers, de restrictions à l'exportation et de mandats de sécurité nationale. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, optimisées pour l'efficacité extrême et la livraison juste à temps, se sont révélées fatalement fragiles dans un monde de conflits géopolitiques. Le monde relocalise, le monde se réarme économiquement. Et cette transition nécessite des dépenses en capital massives et sans précédent, ce qui est intrinsèquement et structurellement inflationniste. L'inflation n'est plus un bug temporaire dans le système, c'est la politique officielle non écrite. Les gouvernements sont contraints de tolérer une inflation élevée et persistante, bien au-dessus de leur cible arbitraire de 2%, simplement pour gonfler la valeur de leurs dettes impayables. L'inflation est un impôt furtif sur votre travail, sur vos économies, sur votre avenir. Un impôt conçu spécifiquement pour renflouer l'État souverain aux dépens du citoyen. Et c'est précisément dans ce contexte que l'or retrouve son rôle ancestral. Pas comme une relique, pas comme un pari spéculatif. Comme la seule forme de monnaie que personne ne peut imprimer, que personne ne peut programmer et que personne ne peut confisquer à distance. Quand JP Morgan projette un cours de 6 300 $ l'once d'ici la fin de l'année, quand Wells Fargo et Deutsche Bank font des projections similaires, ils ne font pas de la spéculation. Ils lisent les mêmes données que je vous présente en ce moment, sauf qu'ils les lisent depuis leur salle de trading, et ils agissent en conséquence. Le portefeuille classique 60-40 est mort. Les stratégies d'investissement passif qui ont généré de la richesse sans effort pendant 40 ans, de taux d'intérêt en baisse et de mondialisation pacifique, sont exactement les stratégies qui vont détruire votre patrimoine dans la décennie à venir. Le paradigme s'est complètement inversé. L'ère de l'argent facile, de la domination incontestée de la monnaie fiduciaire et de la globalisation coopérative est terminée. Définitivement. Ce qui la remplace est un monde de concurrence monétaire, de fragmentation des systèmes de paiement, de réarmement économique
et de retour aux actifs tangibles. Un monde où la confiance, la seule monnaie qui fait fonctionner tout système financier, s'évapore rapidement. Sans confiance, la monnaie fiduciaire n'est que du papier, et la monnaie numérique n'est que du code sur un écran. Alors que faire face à cette transformation historique ? La première chose, c'est de comprendre les mécanismes réels, pas les gros titres. Les mécanismes. Comprendre pourquoi les banques centrales accumulent de l'or physique à un rythme historique. Comprendre pourquoi 137 pays développent simultanément des monnaies numériques. Comprendre pourquoi la dette américaine franchit des seuils que même les scénarios les plus pessimistes n'avaient pas anticipés. La deuxième chose, c'est de questionner le consensus. Les médias financiers traditionnels sont conçus pour maintenir l'investisseur particulier calme et passif, pendant que le capital institutionnel se dirige silencieusement vers les sorties. En période de crise monétaire profonde, l'ignorance n'est pas un luxe. C'est un risque financier que vous ne pouvez pas vous permettre. La complaisance est l'actif le plus coûteux et le plus dévastateur que vous puissiez détenir en ce moment. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous dirai jamais quoi acheter ou quoi vendre, mais je peux vous montrer les données mêmes données que les institutions utilisent pour prendre leurs décisions. C'est exactement ce que fait cette chaîne. Chaque semaine, avec des données vérifiées et des sources identifiables. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, abonnez-vous. Non pas pour moi, pour vous. Pour ne pas manquer les prochaines analyses quand les développements s'accélèrent. La fenêtre pour se préparer se referme. Pas demain, pas la semaine prochaine, en ce moment même. Restez informés, restez préparés. On se retrouve très bientôt, avec les derniers développements.